Statistique de fou, quelle que soit la série, quel que soit l'animé, à chaque fois l'épisode le plus regardé, c'est le premier. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Car oui, c'est un passage obligé pour tout spectateur et toute spectatrice, encore plus aujourd'hui où l'on regarde les séries majoritairement via la magie de l'internet. À l'époque des diffusions télé, ça pouvait être différent, on se retrouvait parfois à attraper une série en vol ou à subir les choix de la chaîne qui diffuse. Par exemple, je pense avoir vu beaucoup d'épisodes des Simpsons en 30 ans, mais étrangement, je pense pas avoir vu le premier. Nous sommes peut-être les meilleurs parents du monde. Et en même temps, je comprends pourquoi. Bref, aujourd'hui plus qu'avant, le premier épisode, il a un rôle central. Il doit présenter la série, attirer un nouveau public, servir de point de départ à un grand voyage, tout en essayant de donner suffisamment bonne impression pour faire revenir ce public pour le second épisode. Et parmi les milliers et milliers d'animés disponibles, une grande question me taraude. Lequel a le meilleur épisode 1? Et en règle générale, qu'est-ce qui fait un bon épisode 1? Sortez donc vos loupes, vos tableurs, je suis Amo, et je vais vous emmener dans cette grande quête à la recherche de l'épisode 1 parfait. Alors, on va essayer de pas passer la vidéo à dire des évidences. Des épisodes 1, j'en ai vu beaucoup, presque 1 millier en 30 ans, si j'en crois mon My Anime List. Et autant j'en ai vu des absolument parfaits, autant j'en ai aussi vu des absolument lamentables qui m'ont parfois fait rejeter la série en un temps record. S'il faut donner un exemple, bon, je suis désolé pour cette série, je vais penser à l'isekai de la meuf qui veut aller dans un autre monde pour récupérer de la thune pour sa retraite. Bon, j'ai lâché après 15 minutes. C'était lent, pas clair, pas intéressant. Tant pis, échec, c'est des choses qui arrivent. On parle souvent d'une règle des 3 épisodes, citée entre autres par Shinichiro Watanabe à la conférence Cowboy Bebop, auquel il avait participé à Japan Expo 2018. C'est une règle qui veut que la majorité des gens prennent la décision de continuer à suivre une série après 3 épisodes. C'est une analyse qui se tient, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, avec la pléthore de contenu et de choix, on est de plus en plus à déterminer notre opinion dès le second, voire même dès le premier épisode. Ce qui est dommage, parce que des séries qui sont super, mais cachées derrière des premiers épisodes difficiles, il y en a quelques-uns. L'exemple le plus fameux que j'ai en tête étant peut-être Gintama, qui a des centaines de super épisodes, mais dont les moins intéressants sont clairement ceux qui sont tout au début. C'est pour ça qu'à mon sens, pour mettre toutes ses chances de son côté, un épisode 1 se doit de montrer 3 qualités que je vais vous présenter de manière précise et vous introduire à chaque fois grâce à des titres sobres mais habilement insérés. Il n'est pas forcément nécessaire que ces 3 qualités soient présentes, elles ne sont pas absolues, mais on va dire que c'est ça qui vont permettre de poser les bases de la discussion. Cela étant dit, on va commencer avec la première qualité. C'est parti! N'est-ce pas là une évidence? L'épisode 1 doit nous dire quels sont les personnages principaux et surtout dans quel type d'univers ils vont évoluer. Il doit nous le dire de la manière la plus claire ou la plus intéressante possible. Exemple de base, Jujutsu Kaisen, Yuji est un lycéen au caractère social mais avec une vie personnelle difficile. Il vit dans un Japon contemporain, semblable au nôtre, sauf que son Japon est hanté par des esprits maléfiques nés des sentiments néfastes de l'humanité. Heureusement, dans ce monde, il y a des exorcistes présents pour les combattre, sachant qu'il existerait un esprit maléfique ultime. Voilà un petit peu pour la synthèse de ce que l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen nous apporte. C'est très clair, c'est une présentation efficace, ça fonctionne plutôt bien. Puis pour citer un animé de cette saison, on a Train to the End of the World qui, dans son premier épisode, nous présente bien ces 4 héroïnes, leur caractère et montre le côté absurde de l'univers dans lequel elles évoluent, un univers où la 7G a transformé les adultes en animaux. Ici, l'univers est montré sous tous ses aspects, les adultes animaux ont des discussions débiles assez hilarantes, mais on a aussi des parties un petit peu plus dramatiques, comme le montre cette scène qui met en avant une mamie hamster qui pleure, c'est assez efficace. Sans oublier le fait qu'on est toujours au Japon, donc comme les combini, même les convois blindés de secours, ils ont un jingle musical qui tourne en boucle. Sur une autre ambiance, Death Note réussit très bien en un épisode à présenter le fonctionnement du Death Note, mais aussi le caractère un petit peu mégalo de son protagoniste. Sur un aspect plus comique, le premier épisode d'Inamatsuri est parfait pour présenter ces 2 héros et surtout cet univers où le monde des Yakuza va rencontrer une certaine dose de
débilité. Il y aurait beaucoup d'autres exemples à vous dire, hein. La plus importante des choses à retenir, c'est qu'il faut s'efforcer de présenter tout ça d'une manière qui soit équilibrée. Il s'agit de donner suffisamment d'informations sans pour autant noyer son public. Par exemple, j'adore 86, super série, ma favorite de 2021, c'est un chef-d'œuvre, je vous recommande beaucoup de regarder. Mais le premier épisode, il y a énormément d'expositions, ça parle beaucoup, ça le fait certes avec style, mais ça demande quand même pas mal d'efforts. Une bonne présentation, c'est bien, vous l'aurez compris, mais il en faut un petit peu plus, et c'est là que le second point débarque. Bon, idéalement, tu veux que ton public sorte de l'épisode 1 en sachant plus ou moins quoi attendre de la suite. Quelle est l'intrigue? Quel est le ton? Quelle est l'ambiance? On va voir le protagoniste affronter quoi? C'est quoi le but des personnages en règle générale? A-t-on une idée de comment ils vont parvenir à ce but? En gros, on doit comprendre pourquoi on va continuer à suivre. L'épisode 1 de A Place Further Than a Universe est un bon exemple. On est sur un ton comédie dramatique, des héroïnes veulent aller en Antarctique, comment y parviendront-elles? Voilà, en 20 minutes, on a posé très simplement de quoi donner suffisamment envie aux spectateurs et spectatrices de revenir pour la suite. Assez similaire, cette saison, on a l'épisode 1 de Jellyfish Can Swim in the Night qui pose très bien les enjeux et le ton. Ambiance nocturne, ton là aussi mi-comique, mi-dramatique. On a des héroïnes qui vont faire équipe pour devenir les stars de la musique sur YouTube et on va leur souhaiter bonne chance. Et en termes de séries plus riches en action, on a One Piece qui est un excellent exemple là aussi. Ce petit gars là, c'est Luffy. Il veut récupérer le One Piece qui est un trésor mythique. Dès l'épisode 1, l'objectif il est clair et en plus il se fait déjà une alliée avec Nami. On utilise en plus son prochain pote, donc autant vous dire que là on a envie de partir à l'aventure. Sachant que même si ta série n'a pas forcément une intrigue, tu te dois d'au moins présenter le ton et l'ambiance. Le premier épisode de Yuru Camp fonctionne très bien pour illustrer et mettre en place l'ambiance relaxe et tranquille que le public peut attendre du reste de la série. Oui, c'est une série sur le camping, c'est très bienveillant, c'est très mignon, on va même apprendre des petits conseils. Encore une fois, l'intention, elle est claire. D'ailleurs, quand on parle de comédie, c'est aussi l'épisode 1 qui est là pour montrer le ton et le type d'humour, pour permettre au public de savoir s'il est compatible avec ça. Exemple probant, celui de Bocchi the Rock, qui dès son démarrage, use des nombreux excès visuels et sonores qui vont très vite être la signature principale de la série. Il faut donc dire clairement au public ce qu'ils peuvent attendre de l'œuvre. Ainsi, j'ai un souvenir de la série Gundam G no Reconquista, où l'univers était rigolo, l'aspect technique et visuel un peu séduisant, mais alors impossible après l'épisode 1 de savoir c'était quoi le message, c'était quoi l'intention, quel était le but de la série. Du coup, je suis pas revenu pour la suite, ce qui était d'autant plus dommage venant d'une franchise comme Gundam qui, historiquement, dès le début, a toujours soigné ses épisodes d'intro. En gros, tu peux avoir des super persos, tu peux avoir un super visuel, si tu nous dis pas dans quoi tu veux nous emmener, tu ne vas pas motiver grand monde à revenir. Il faut nous promettre quelque chose, ce qui va m'emmener à la troisième et dernière qualité. Comme on l'a dit, l'épisode 1, c'est celui qui va être le plus vu, le plus au centre de l'attention, sachant qu'en plus, le fonctionnement de l'industrie à base de planning CRF fait que ça va être celui qui va être le plus travaillé, car théoriquement, ce sera celui qui va être le moins impacté par les retards pris sur les épisodes précédents, parce que normalement il n'y en a pas d'épisodes précédents. Que des bonnes raisons pour que l'épisode 1 soit le plus parfait possible d'un point de vue technique, d'un point de vue mise en scène. Il doit montrer l'œuvre sous son meilleur, car les premières impressions c'est important, et tu veux arriver devant ton public avec le meilleur look, tu veux donner confiance. Si dès le premier épisode c'est raide, assez moche, profondément éclaté au sol en termes de rythme, c'est dommage. Par exemple, My Hero Academia, je me souviens qu'à l'époque, j'avais été profondément déçu par le premier épisode. Je le trouvais assez plan-plan, vraiment pas à la hauteur du manga que j'adorais. Bon, par la suite, ça s'est pas mal amélioré, surtout sur la seconde saison. Alors, ça n'a pas empêché l'animé de trouver le succès, mais je continue de penser que l'introduction aurait pu être meilleure, elle aurait pu être mieux faite, qu'une opportunité a un petit peu été loupée ici. Alors, à l'inverse, il y a des épisodes 1 où juste la qualité technique m'a motivé à jeter un coup d'œil à la suite, alors que j'étais pas forcément chaud à la base. Rien que cette saison, le premier épisode de Windbreaker, sa baston super bien chorégraphiée, qu'on peut trouver dans un épisode qui est quand même super bien rythmé, ça m'a directement mis en confiance, agréablement surpris. Au milieu des années 2000, le rythme et la mise en scène super fun et assez créative de Ouran Host Club m'a là aussi donné envie
de continuer à regarder. Idem avec Licorice Recoil en 2022, où le premier épisode reste certes encore un petit peu flou sur les enjeux, mais où le soin apporté aux couleurs, au décor et surtout à la mise en scène des bastons, ça m'a laissé avec le sentiment que je pouvais avoir confiance, qu'on était entre de bonnes mains. Donc voilà, je vous ai évoqué les 3 qualités qui me paraissaient importantes. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas forcément des nécessités absolues pour qu'un épisode 1 soit bon. Ça peut dépendre du contexte, ça peut dépendre de comment tu veux narrer ta série. Il y a évidemment des exceptions à tout ça. Alors du coup, on pourrait être quand même tenté de résumer tout ça en se disant qu'il faudrait que l'épisode 1 soit parfait. Il faudrait même, en gros, qu'il soit le meilleur de la série. Sauf que non, ça c'est un piège de penser ça. Et là on arrive au point suivant, attention, nouvelle slide, nouvelle OST. Bon, To Your Eternity a un épisode 1 incroyable, très très beau, très bien réalisé, extrêmement émouvant. Il est souvent cité comme un des meilleurs démarrages d'animé. Tant et si bien que c'est même souvent la seule chose qu'on cite de cette série. Alors évidemment, elle a des qualités sur les autres épisodes, mais aucun n'atteint la force de ce premier épisode, aucun n'est aussi mémorable. C'est un petit peu le même problème qu'une petite série comme Akiba Medwar, où le premier épisode se conclut sur une chorégraphie armée absolument folle. Regardez-moi ça, une héroïne qui massacre des meds au rythme d'une chanson d'idol un petit peu pétée. C'est un excellent démarrage. Le reste de la série est aussi très sympa, mais rien n'a atteint la puissance de cette scène précise. Je vais aussi citer Charlotte, mais là on est plus dans un avis un petit peu personnel. On va dire qu'à mon sens, la série ne retrouve jamais la force, le dynamisme et l'humour de son premier épisode. Ça me donne un petit peu l'impression d'une promesse non tenue. C'est un petit peu ça, finalement, le paradoxe d'un épisode 1. Il doit être excellent, mais si possible, il ne doit pas être pour autant le meilleur épisode de la série. Il doit marquer les esprits, mais ne pas mettre le reste de la série dans son ombre. Il doit élever les attentes sans nous décevoir. Il ne doit pas tout donner pour s'essouffler derrière. Les gens n'aiment vraiment pas être déçus et souvent le font payer encore plus cher. Donc encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est clair que c'est pas évident. D'ailleurs, tant qu'on est sur le thème des épisodes 1 un peu trop mémorables pour le bien de leur série, point suivant. Juillet 2004, on lance le premier épisode de la série Elfen Lied. On est vite introduit à une héroïne un petit peu maladroite et un peu gauche. Non, arrêtez tout. Arrêtez tout, c'est pas l'héroïne. L'héroïne, c'est la meuf qui va la décapiter et buter tout le reste du centre. En démarrant avec une accumulation de scènes chocs et en désamorçant tout ça avec un total changement d'ambiance dans sa seconde moitié. Voilà une des raisons qui fait qu'on cite souvent Elfen Lied quand il s'agit des premiers épisodes d'animé iconiques, parce que c'est un premier épisode qui fait appel au choc et à la surprise. Cette surprise, elle peut aussi être plus méta. Garei Zero, par exemple, a été annoncé en 2008 comme une préquelle au manga Garei, et ça mettrait en scène des personnages inédits. Personnages inédits longuement mis en avant dans les articles, les bandes annonces, bref, ils sont bien marketés, sauf qu'ils meurent dès la fin du premier épisode pour introduire l'héroïne et l'antagoniste du manga original qui jusqu'ici n'était pas annoncé. C'est un troll un petit peu similaire à celui de la seconde saison de Black Butler. Souvenez-vous, si vous étiez là en 2010, on nous avait promis pendant 6 mois que Aloïs et Claude, ce seraient les héros de cette saison-là. Alors pourquoi finalement il y a Ciel et Sébastien qui débarquent à la fin? Bon, surprise. Qui aurait pu prédire? Surprendre tout le monde au premier épisode est un jeu risqué, qui paye bien si c'est réussi. Après tout, en 2006, quand est arrivé le premier épisode de La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, on a eu ça. Et oui, c'est tout un épisode des aventures de Mikuru Asaina, un film amateur mal tourné et mal joué par les personnages de la série. C'est un démarrage qui était plutôt surprenant, et en plus du coup, la fameuse Haruhi, elle apparaît qu'elle a toute fin, dans un plan qui l'iconise extrêmement vite. C'est une stratégie assez similaire qu'utilise Dance in the Vampire Band, un animé de 2010, qui va utiliser une parodie de talk show, où ici les personnages d'anime vont parler de vampires, de leur histoire, de leur place en société, avant un retournement de dernière minute qui va introduire les vrais protagonistes de la série. En parlant d'ailleurs de retournement de dernière minute, on a suivi du premier épisode de School Live. C'est une série de filles mignonnes qui font des trucs mignons, c'est assez choupi. Oh non, à la fin il y a un twist assez surprenant. Et puis après on va avoir le cas de Goblin Slayer qui a fait le choix d'élever immédiatement le niveau de cruauté et de violence dans ses 10 premières minutes. Cruauté et violence
qu'on ne retrouve jamais à des niveaux semblables par la suite de la série, ce qui rend la séquence assez gratuite, comme si elle n'était là que pour faire buzzer la série via les différentes polémiques qu'elle aurait pu engendrer. C'était mieux fait à mon sens la même année avec Devilman Crybaby, qui est une série que je déteste, mais où la violence de l'épisode 1 donne tout de même un vrai et sincère aperçu de ce qu'on va voir par la suite. Donc faut faire attention avec les épisodes 1 choc. Faut parvenir à faire en sorte que ça colle au reste de la série, il faut que ce choc soit justifié. Tiens d'ailleurs, tant qu'on parle d'équilibre... Pour une tendance qui se multiplie ces derniers temps, les épisodes 1 longs. Pourquoi prendre 20 minutes quand tu peux réserver 2 créneaux et plutôt taper les 45? Après tout, sur le papier, c'est super. Tu bénéficies de plus de temps pour présenter l'univers, les enjeux et les personnages. Ça crée en plus une sorte de mini-événement qui va attirer l'attention des gens. Mais alors attention, hein, faut faire en sorte que ça soit judicieux. Ainsi, le premier exemple qui vient en tête, et à ma connaissance, c'est la première fois qu'on avait un épisode 1 aussi long, c'était en 2011 avec Fate Zero, à une époque où ça arrivait jamais. C'était un gros épisode consacré à nous présenter tous les participants à la guerre du Graal, le tout avec un aspect technique et visuel plutôt léché. Ça se justifiait pas mal, mais avec le recul, faut admettre que ça créait quand même un gros bloc de 45 minutes. On voyait plein de personnages beaucoup parler, lâcher énormément d'informations, de noms, de concepts. Ça accentuait peut-être un sentiment de surcharge auprès d'un public qui pouvait parfois sortir de l'épisode avec un léger mal de crâne. A l'inverse, malgré sa gigantesque heure et demie, je trouve que Oshinoko évite les écueils similaires. À la place, on a un vrai long métrage télévisé, un vrai téléfilm qui se suffit presque à lui-même, qui est plutôt bien fait pour lancer le reste de la série et poser les bases, on va dire, de la meilleure des manières. C'est bien aidé par le fait que le manga qu'il adapte a déjà un premier tome qui servait vraiment de prologue au reste du récit. On va dire que le transformer en film était de base une idée très pertinente. Puis parfois, ces doubles épisodes font juste sens d'un point de vue intrigue et univers. Le premier épisode de ReZero, avec sa durée de 40 minutes, est plutôt bien fait pour montrer le pouvoir de Subaru et raconter sa rencontre avec Emilia de la manière la plus complète possible, ce qui n'aurait peut-être pas été possible avec un épisode 1 de durée normale. De même, autant Sasaki & Pips est vraiment pas une série très bonne sur la longueur, autant le premier épisode qui prend ses 45 minutes pour illustrer l'énorme mélange des genres qu'est la série entre isekai, tranche de vie, lutte contre le surnaturel dans le Japon contemporain. Bon bah, on va dire que c'était clairement la meilleure idée de la série. Bah d'ailleurs, dans les autres épisodes récents, on a Frieren qui a un épisode 1 de 2 heures. Au Japon, nous on a directement eu cet épisode 1 sous la forme des épisodes 1 à 4 qui sont sortis en même temps. Alors quelque part, ça trahit que parfois ces épisodes longs ne sont pas forcément étudiés pour être des vrais longs ou des vrais moyens métrages. C'est finalement que des épisodes collés les uns aux autres. C'est quelque chose que je reprocherais pas mal aux épisodes de début de saison de Demon Slayer, qui sont souvent à mon goût un poil trop longs pour leur bien. Je pense aussi à des séries qui justifient pas trop leur durée, hein. Par exemple Warlord of Sigurdrifa, qui démarrait avec un épisode 1 de 40 minutes. On s'ennuyait assez vite, hein. C'est pas toujours simple de faire un bon épisode long. D'ailleurs, à titre personnel, hein, moi c'est vrai que j'aime pas trop quand un épisode est plus long que d'habitude, donc une durée plus longue décuple souvent mes exigences, hein. Si tu veux troubler ma routine, t'as intérêt à te justifier pas mal. A l'inverse d'ailleurs, il y a des séries où j'aurais préféré un double épisode 1, parce que par exemple Kaiju numéro 8 cette saison, le premier épisode il m'a laissé avec un léger goût d'incomplet. J'aurais bien aimé avoir le deuxième quasiment immédiatement derrière. Donc bref, tout cela étant dit, tout cela étant posé, on a bien parlé, on a bien disserté des différents épisodes 1, des qualités à avoir, des faux amis sur lesquels il faut être prudent. Donc maintenant, on va parler de l'épisode 1 parfait. Enfin, on va parler des prétendants au titre de l'épisode 1 parfait, parce que j'ai pas fait un choix d'un seul épisode, j'en ai déjà parlé de plusieurs, parce que je suis un petit peu normand, je suis un petit peu indécis, donc allez, c'est parti. Je vais évacuer tout de suite Oshinoko car on vient tout juste de l'évoquer, son cas est un peu gris. Est-ce que c'est un vrai premier épisode ou est-ce que c'est un téléfilm prologue nommé par coïncidence épisode 1? Donc on va mettre ce cas de côté, on va aller d'abord dans les années 90 avec bien évidemment Evangelion qui clairement démarre sur les chapeaux de roue. En 20 minutes on a présentation du personnage principal, exposition de l'univers, séquence d'action riche en enjeux et en gravité, et une séquence mythique à base de retrouvailles pas très émouvante entre un père et son fils. Alors je suis censé monter dans cette machine et aller combattre cette chose dehors?
C'est exact. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Un peu différent dans mes souvenirs. En règle générale, le studio Gainax et son héritier, le studio Trigger, ce sont deux studios qui soignent pas mal leur début, que ce soit Denadia avec ses cascades sur la Tour Eiffel, Kill la Kill avec son action trépidante, ou bien plus récemment Cyberpunk Edge Runners, dont le premier épisode nous plongeait de manière violente, viscérale et mémorable dans les tréfonds de Night City. Cela étant dit, du côté des shonen des années 2000, je trouve que là aussi on a pas mal été gâté en termes d'intro. Comme je l'ai dit plus tôt, One Piece démarre très bien, très vite. On a Full Metal Alchemist, la version de 2003, qui nous offre un vrai bon premier contact avec les frères Elric. Ça dévoile plutôt bien ses cartes au fur et à mesure de l'épisode. Bleach a une conclusion qui est assez chouette, mais celui que je retiendrai le plus dans cette période, c'est bien Naruto, qui à mon sens est un des meilleurs premiers épisodes de shonen pour ce qu'il s'agit de présenter son protagoniste. En 20 minutes, on voit très bien son caractère, ses défauts et ses qualités. C'est un sale gosse, un petit peu vénère envers la manière dont le village l'a traité, mais qui au fond veut pas les laisser tomber les villageois, y compris quand on lui propose de les trahir. Il y a un très chouette combat aussi qui va nous montrer les petites spécificités de la série, avec ses coups ninja où au bout d'un moment c'est plus qui est qui, tout le monde se transformant en tout le monde. Naruto, c'est un très chouette démarrage. D'ailleurs, la même semaine que le premier épisode de Naruto était diffusé un autre de mes épisodes 1 favoris, cette fois-ci un animé un peu plus niché, mais un de mes animés favoris, Aibane Renmei. Ici, c'est l'univers qui est parfaitement mis en place avec une héroïne amnésique qui va découvrir en même temps que nous l'étrange monde des Aibane avant d'elle-même en devenir une de façon à la fois très drôle, regardez là son auréole, elle tient pas, lui faut du fil de fer pour l'accrocher, quel nulos, mais aussi de manière très vénère, puisqu'on a la séquence de la poussée des ailes qui va rapidement aider le spectateur à se rendre compte qu'il entre dans un univers doux amer, beaucoup de mystères, des personnages intrigants. Je me souviens avoir été projeté immédiatement dans cet univers. Faudra d'ailleurs vraiment que je vous parle en longueur des Aibane Renmei, un de ces quatre, donc préparez un peu de place sur votre planning. Suivez-moi, nous allons voir des gens qui souffrent. Sachant que tant que je suis dans mes animés favoris, je vais vous prendre la tête vite fait avec Symphogear. La série a 5 saisons et à chaque fois des premiers épisodes assez forts avec pas mal de séquences mythiques, que ce soit la mort d'une héroïne dans les 10 premières minutes du premier épisode de la première saison, ou bien par exemple le suplex d'une navette spatiale dans la saison 3. En gros, Symphogear, c'est un animé qui cultive une certaine spécificité des démarrages de saison, des démarrages qui en envoient plein la tronche et posent avec style à la fois les retrouvailles avec le spectateur, mais aussi les enjeux des 13 épisodes suivants. Et tant qu'on est sur les premiers épisodes où il se passe beaucoup de choses, avec toujours beaucoup d'intensité et de rebondissements, j'aimerais également nommer Code Geass, qui met directement dans le bain. C'est d'ailleurs assez marrant que l'épisode 1 a été diffusé la même semaine qu'un autre épisode 1, c'est-à-dire celui de Death Note. Les deux partagent beaucoup de qualités communes, mise en place d'un protagoniste aux intentions morales discutables, et puis présentation d'un pouvoir ultime aux conséquences assez claires, que ce soit le cahier de la mort pour l'un, ou la possibilité de donner un ordre absolu pour l'autre. À mon sens, Code Geass lance son intrigue encore mieux que Death Note, avec des enjeux plus clairs, un univers original, des chouettes séquences d'action et un plan final plutôt incroyable. Le mec vient tranquillement d'ordonner un suicide de masse. Sa réaction à son propre pouvoir, c'est cette tronche, voilà, bon, on s'en fout, qui s'appelle le louche. On a hâte de voir jusqu'où il va péter un câble. Pour rester dans les mechas, mais en étant un poil plus rétro, je voulais aussi citer la première série Macross. Alors les animés des années 80, c'est assez particulier parce qu'ils avaient tendance à miser sur la longueur. Donc souvent, on a des premiers épisodes qui peuvent être assez simples, pas forcément ambitieux. C'est même rarement les moments les plus intéressants des séries, genre Senseiya ou Dragon Ball. C'est pas vraiment du début dont on se souvient le mieux, si on doit être un petit peu honnête. Mais du coup, Macross évite pas mal cet écueil-là en proposant à la fois des séquences d'action assez impressionnantes pour l'époque, une mise en place très propre des personnages et des enjeux, et il y a même un bâtiment au nom du studio qui explose, comme si les animateurs savaient déjà qu'ils partaient sur une série de 36 épisodes qui va connaître une production très compliquée et assez folklorique. En parlant de production folklorique, il y a grand écart puisqu'on va passer de 1983 à 2021 pour la suite, puisque je voulais évoquer évidemment Wonder Egg Priority, dont encore aujourd'hui le premier épisode m'apparaît être un véritable et authentique chef-d'œuvre, peut-être le plus proche de la définition d'un épisode 1 réellement parfait, avec sa qualité technique et visuelle époustouflante, son jeu permanent entre la réalité et les rêves que l'héroïne va traverser, les nombreux mystères que cet épisode soulève et une ambiance vraiment étouffante malgré des décors et des personnages plutôt soignés, plutôt colorés. Le rythme est parfait, l'introduction incroyable,
incroyable. Du coup, quand les derniers épisodes voient la série s'effondrer totalement, et bah ça fait encore plus mal de revoir ce premier épisode qui pour le coup était vraiment ahurissant. Et le pire, c'est que c'est même pas le meilleur épisode de Wonder Egg Priority, puisque l'épisode 4, je le trouve encore meilleur, mais voilà. Bon, j'ai pas déprimé en repensant à la fin de Wonder Egg Priority, puisqu'on va repartir vers du positif avec un autre épisode imparfait, le dernier qu'on va évoquer aujourd'hui. Une série qui a bien tenu la longueur, l'attaque des Titans. Comme dans le manga, le démarrage compile en 20 minutes plein d'éléments qui vont attiser l'intérêt du spectateur. En fait, ça commence même dès les 2 premières minutes avec le prologue. Première minute, grosse tension dramatique d'emblée avec un teasing de ce qui va se passer plus tard dans l'épisode, c'est-à-dire l'entrée en scène du Titan colossal devant des villageois qui sont un peu surpris. Et dans la seconde minute, on nous montre les troupes du bataillon d'exploration en action, ce qui est surtout une bonne excuse pour nous montrer dès le début les méthodes de combat tridimensionnel qu'on ne verra pas réellement dans la série avant encore quelques épisodes. Et puis bon, il y a l'opening dès le début et lui, bon, il met un petit peu l'ambiance. Mais pour le reste, ça se déroule comme un plan bien huilé, présentation du trio de héros, petite vie de famille, quotidien paisible mais brisé par un mur brisé, le titan colossal, le titan armure, la maman des reines se fait manger comme si elle était un Twix, où le gamin est très choqué, j'espère que sa vengeance ne va pas lui donner des envies de génocide, ça serait un petit peu exagéré. Du coup vous l'aurez compris, en 20 minutes les promesses sont là, l'ambiance dramatique est à son maximum, les personnages sont posés, c'est parfait, et c'est cet épisode un coup de poing qui a sans doute pas mal contribué à faire de l'attaque du Titan le monument qu'il est encore aujourd'hui. Et c'est donc avec l'attaque du Titan qu'on va conclure cette vidéo sur l'art du bon premier épisode d'animé, une vidéo très générale sur l'animation japonaise dans son ensemble, un exercice que j'aime bien faire et que j'espère vous avez apprécié regarder. Alors évidemment c'est loin d'être exhaustif, puisque déjà je suis loin d'avoir tout vu, mais aussi j'avais noté sur un bout de papier une centaine de séries dont le premier épisode m'avait marqué. J'ai pas pu parler des 100 bien évidemment, mais du coup j'ai fait de mon mieux pour en caser le maximum. Donc il y a quand même des oublis, il y en a quand même que j'ai dû sacrifier, bon voilà, c'est des choses qui arrivent. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi vos épisodes 1 favoris, ceux qui ont capté votre attention dès la première minute. Et à l'inverse, c'est quoi vos exemples d'épisode 1 où en fait c'est pas ouf, l'épisode 1 est pas ouf, mais après derrière c'est super bien. Donc en fait la série aurait pu être encore mieux avec une meilleure intro. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, je lirai tous vos commentaires avec soin et application. Sur ce, prochaine vidéo à la fin du mois, ce sera la preview estivale. Prenez soin de vous, bisous bisous, c'était Amo, salut salut!